Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 novembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps d'accueillir notre invité, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Chief Market Analyst chez IG. Et on va voir avec vous, dans un premier temps, la publication des minutes du FOMC qui ont été publiées hier. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Alexandre? Alors, c'est des minutes qui n'ont pas créé de mouvement particulier sur le marché. Des minutes qui confirment comme un nombre de membres substantiels, pour prendre les termes du communiqué, est favorable à un ralentissement de la hausse des taux dans les mois à venir. Donc ça acte un petit peu ce qu'on avait senti arriver déjà sur les déclarations précédentes, mais il y a quand même une lutte qui semble se mettre en place au sein de la Fed entre ceux qui estiment qu'effectivement on commence à avoir des signaux de ralentissement économique et que du coup la politique monétaire doit s'adapter à ça, et puis ceux qui estiment qu'on n'a pas encore assez vu l'inflation reculer, même s'il y a eu une belle surprise le mois dernier, et ceux qui estiment qu'il faut encore avoir plus avant de réellement lever le pied. Et c'est vrai, quand on écoute les dernières déclarations des membres de la Fed avant ces minutes, les faucons ont continué à faire des discours agressifs, mais quelques colombes ont quand même pris des termes expliquant que 75 points de base, par exemple, la réunion de décembre, c'était pas complètement enlevé. Et donc on a un peu de mal à percevoir, on voit que la Fed est un peu tiraillée parce que c'est à l'image de ce qu'on perçoit des statistiques américaines en ce moment. On voit très bien les jours précédents, les ventes de détail, très beau mois pour les ventes de détail, pareil pour les commandes de biens durables, mais parallèlement à ça, donc ça c'est les stats d'octobre, mais parallèlement à ça, vous avez les PMI pour novembre qui ont été publiés hier, et les deux PMI montrent qu'à la fois services et manufacturiers, on est contracté. Et donc ça veut bien dire que les indicateurs avancés sont censés nous montrer le chemin du court terme, et ce court terme il est plutôt ralentissant. Donc on a un peu de mal à comprendre comment la Fed peut se placer là-dedans. Est-ce que c'est ce qu'elle veut à ce point-là sur le ralentissement économique? Mais dans ce cas-là, oui, il faudra bien lever le pied. Voilà, et du coup, pourquoi les marchés montent aussi à ce moment-là? Les marchés ont déjà bien anticipé ce côté un peu évolution de la Fed. On rappelle que le rallye depuis octobre, c'était beaucoup d'intégration de ça. Il y avait déjà des petits indicateurs avancés sur les prix que le marché pressait donc par des rebonds. Les taux américains c'était un peu détendus, donc ça avait boosté le rallye des marchés. Maintenant que ça s'est consommé, que la Fed nous confirme quasiment effectivement qu'elle va ralentir un petit peu, désormais si elle ralentit, c'est aussi parce que l'économie ralentit. Et donc à quel moment le ralentissement macro commence à être un peu intégré? Et c'est là que je trouve qu'on devrait avoir une phase un peu plus consolidante, qu'un rallye va les sommer tout de suite serait vraiment trop rapide, et que donc une consolidation du dernier rallye devrait se mettre en place, mais pas un retournement baissier ou quoi que ce soit. D'accord, là vous êtes sur les indices américains, c'est ça? Parce que là on va basculer, alors justement vous avez raison, et c'est la transition est toute parfaite avec ma prochaine question, parce que si on regarde, je vais pas énumérer tous les facteurs macro, géopolitiques, microéconomiques qui impactent à la baisse, qui pourraient impacter, peser à la baisse sur les indices, et notamment les indices français, le CAC 40, du coup comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui un CAC 40 dans un environnement actuel soit à 6600 points. Alors j'entends bien que les investisseurs font de la prévision, ils essayent d'anticiper à 6 mois, mais même à 6 mois, les prévisions, quelles qu'elles soient, sont plutôt sombres. Oui, c'est ça que le CAC était quand même à d'une zone où ces multiples de valorisation, on était tombé dans la zone des 10, même en dessous de 10. Donc ça commençait des multiples qui passaient même sous la moyenne des ratios cours-bénéfices des 10 dernières années. Donc sous les zones qu'on a connues là, en fin septembre notamment, ça commençait effectivement à des scénarios vraiment assez catastrophistes, alors qu'on commence à voir le gaz, par exemple, se replier, même si la géopolitique n'est pas réglée, mais le prix du gaz se détendait, les matières premières aussi. On commençait à voir des signaux également qui commençaient à apparaître un petit peu du côté de la Chine. Et donc, on se disait qu'il y avait effectivement peut-être un peu de survente à ce moment-là, et de quoi générer un rallye. Le rallye, effectivement, était assez costaud, pour les arguments qu'on vient d'expliquer aussi pour le marché américain, ces indicateurs de prix qui commencent à baisser ou autres. Mais il y a eu aussi quelque chose qui a bien lifté le CAC 40, c'est la question de la Chine, du coup. Il y a eu le parti. Voilà, alors, c'est le congrès du Parti communiste qui a été assez idéologique, assez politique, et on s'est dit, mince, là tous les indices chinois partent à la baisse, le CAC aussi, puis d'un seul coup, après ce congrès, on a eu des petites rumeurs, des petites annonces sur l'aspect sanitaire, est-ce que la Chine n'allait pas alléger un petit peu les protocoles sanitaires, des questions sur des négociations qui avançaient un peu plus avec les États-Unis, par exemple, sur la question des valeurs chinoises listées aux États-Unis, des petites phrases de gouvernements locaux chinois qui parlaient de soutien au secteur immobilier, des mesures prises pour attirer un peu plus les investisseurs étrangers sur le marché obligataire chinois. Ça veut dire que on a eu l'impression que la Chine, effectivement, se réattelait à la tâche économique et avait un petit peu évacué l'aspect purement politique. Et ça a bien plu. Et ça a plu à qui? Voilà, de luxe. Des valeurs de luxe, vous prenez les trois grosses. Le plus petit rebond qu'on a eu depuis fin septembre, début octobre, c'est 20%. Et je crois que Kering est sur du 30% de rebond. Donc ça a été le moteur du CAC 40. Et puis, ne pas oublier que le CAC est quand même composé de beaucoup de valeurs. Bon, le luxe, c'est quand même des valeurs de croissance, mais qui sont très sensibles à la Chine. Il y a aussi beaucoup
beaucoup de valeurs cycliques dans le CAC 40. Donc si on commence à voir la Chine soutenir un peu son économie, ça lifte des valeurs qui sont moins sensibles à la question des taux d'intérêt. Vous voyez, si vous regardez le CAC 40, il a plus rebondi que le Nasdaq par exemple, parce que le Nasdaq, c'est vraiment de croissance pure, très sensible au taux. Dans le CAC ou dans le DAX, il n'y a pas ça. Il y a des valeurs plus sensibles à la question industrielle. Le prix du gaz qui baisse, c'est un peu meilleur pour l'industrie. Voilà. C'est ça qui fait qu'on a eu ce rebond assez marqué, mais comme pour le marché américain, je pense quand même qu'on est dans une phase où il va falloir digérer ça. Aller retrouver le sommet tout de suite, il faut vraiment des boosters incroyables, crise géopolitique qui s'arrête, le prix du gaz qui retombe à des niveaux normaux, la Chine qui fait de la relance, l'inflation qui retombe d'un coup, et les banques centrales qui pivotent très fortement. On n'en est quand même pas là. On est dans une espèce d'entre-deux justement, et c'est dans cet entre-deux normalement que la consolidation doit un peu se produire. Mais je pense par contre que, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises, le point bas, je pense qu'il a été fait sur le CAC, sur le DAX, le bottom de ce cycle de baisse, selon moi on l'a déjà vu. Ok, d'accord, très clair. Du coup, le traditionnel rallye de fin d'année qu'on observe courant décembre aurait lieu avant. Oui, c'est mon scénario. Je pense qu'on a vu un rebond massif. Même vous avez l'indice, même le DAX, de pas être très loin d'être en bull market. Donc c'est une partie conséquente de hausse. Je pense qu'on l'a vu. Voilà. Je ne vois pas comment, en plus maintenant on a les minutes, donc on se doute à peu près de ce que va dire la Fed en décembre. Je ne vois pas comment le marché peut s'appuyer là-dessus pour reprendre encore 10% en ligne droite. Il y a l'inflation la semaine prochaine, l'inflation aux États-Unis qui pourrait catalyser à la hausse. Il y a les rapports sur l'emploi la semaine prochaine, on a le NFP ou autre qui va nous donner quelques indications. Mais il me semble encore une fois que ce qu'on a vu dans la hausse depuis octobre, c'est une préparation aussi de ce qu'on commence à voir maintenant en termes de ralentissement. Même regardez les inscriptions au chômage hier par exemple, hebdo, on est revenu sur le niveau d'août par exemple. Donc on voit bien que le bottom est en train de se faire sur l'inscription, donc ça va plutôt dans le sens que veut la Fed, mais face à ça, il y a du ralentissement macro, et il me semble que les multiples doivent en tenir compte. Je prends des cas très simples, le S&P 500, son ratio cours-bénéfice, de 16,5, voilà, PEA de 16,5-17 sur le point bas, là on a monté quasiment à 20. Or, le résultat n'a pas été extraordinaire, n'était pas catastrophique non plus, pas extraordinaire, donc attention aux multiples qui repartent un peu vite, il va falloir que ça soit concrétisé par des résultats qu'on aura en janvier. Donc je pense que là, on a une phase favorable à un peu latéralisation. D'accord, latéralisation du coup entre quelle borne 6006, 6008, c'est ça en gros globalement? Oui, on est dessus, moi je verrais bien des retracements, mais pas des gros trucs, des 4-5% de retracement à la baisse, puis on reste dans une zone un peu comme ça, puis on repart quand ça s'étend un peu plus. Le 6000 pour moi va caper les volontés d'aller plus bas, parce que pour oublier qu'il y a aussi beaucoup de gérants, je pense que tu es surpris par la phase de rallye, qui a des poches de cash très importantes, et ces poches de cash sont toujours importantes. C'est-à-dire que désormais ils ont raté le premier rallye, ou certains en tout cas, tout retracement sera perçu, je pense, comme une opportunité. Donc c'est ça qui devrait limiter la volonté de baisser, parce que les flux seront là en face. Ok, très clair. Merci Alexandre. On va basculer sur un secteur spécifique, celui des small caps. Small caps qui sont à la peine depuis déjà plusieurs mois, plusieurs mêmes années, si on regarde un petit peu, si on regarde l'historique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? La décollecte sur les small est aussi extrêmement importante. Pourquoi les investisseurs se détournent? Les small, c'est des valeurs qui sont toujours très sensibles à la conjoncture économique. Quand on commence à avoir des perturbations sur les cycles économiques, des retournements, des ralentissements, c'est toujours le segment qui parle le plus vite à la baisse et de manière la plus ample. Et de la même manière aussi, quand on commence à percevoir des changements, ça a tendance à pas mal rebondir. Alors on a eu quelques rebonds quand même, si on prend les indices small cap Europe et même US avec le Russell 2000, il y a quelques beaux rebonds, mais c'est des valeurs qui sont quand même plus sensibles au risque de change, par exemple au taux de change, elles ont moins la capacité de se couvrir, ou ça leur coûte plus cher par rapport à une entreprise de taille plus importante, elles sont plus sensibles aux variations de prix, aux matières premières, parfois des difficultés à recruter qui peuvent être plus importantes aussi. Donc c'est des structures qui sont plus légères, qui sont peut-être moins armées pour faire face en général à des grosses variations sur le change, sur les taux, ce genre de choses, sur les financements aussi par exemple. Et donc c'est pour ça qu'elles sont perçues comme étant plus fragiles. Dans une phase de crise, quand tout part à la baisse, on a vu vraiment des phases de baisse puissantes, on se rattache aux large cap, à ceux qui a le mieux de chances de résister, le plus de chances de résister quand il y a une tempête. Et les small, on les évacue. Et pour qu'on commence à les reprendre, mais là je pense qu'il y a quelques signaux, on parlait de la Chine tout à l'heure, ça c'est quand même le genre de choses qui peut plaire aux small, mais ce qu'il faudrait clairement, c'est voir l'inflation ralentir plus fortement, et voir le discours des banquiers centraux n'être plus aussi hésitant qu'il est actuellement. Dire clairement, on a fait le plus dur de la hausse, désormais on va ajuster par des petites hausses, voire les arrêter, ces hausses de taux. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment le rebond sur les small plus importants. Ouais, c'est ça, donc elle cumule des difficultés conjoncturelles et structurelles. Du coup, quelle prévision pour 2023, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour ce Je pense qu'il faut jouer la reprise pour 2023. Là, clairement. Oui, moi je crois toujours du côté des US en général comme top départ, si vous voulez. Les small côté US, très probablement, elles ont marqué le support. On a toujours des gros niveaux techniques, des obliques de tendance qui passaient par des creux depuis les post
subprime ou autre. Il y a eu 2-3 tests de ces zones obliques, on repart un peu à la hausse. Ça peut consolider ce qu'on appelle un peu de nos voeux, parce que ce serait un peu légitime, mais je pense que le plus dur est passé, sachant que les small, il ne faut pas oublier qu'elles avaient aussi commencé à consolider avant que les large caps, qui montaient toujours à ce moment-là, ne corrigent. Donc il y avait déjà une phase en fait, de ralentissement avant la chute des large caps, et ensuite tout le monde est basculé à la baisse. Donc il ne serait pas étonnant qu'elles se contentent de latéraliser quelque temps, mais je verrais plutôt effectivement un rallye plutôt poussé au deuxième semestre l'année prochaine, et un premier semestre, fin d'année, puis un premier trimestre et demi, encore un peu hésitant sur ces valeurs-là. Mais disons que c'est plutôt une question de 2 trimestres, et ensuite second semestre l'année prochaine. Ok, donc à partir du 1er juillet 2023, on pourra commencer. Normalement, oui. Mais déjà maintenant, pour ceux qui ont des portefeuilles, c'est le moment de les construire, des valeurs qui ont perdu 30 ou 40%. Là, il y a quand même des points d'entrée qui sont assez favorables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses familles qui détiennent ces small caps, qui décident de lancer des OPA pour les racheter à bon compte. Oui. Là, c'est clairement des zones opportunes pour les gérants de portefeuille. Là, pour les traders, c'est un peu plus dur, mais pour les gérants, là, les valos actuels et même les niveaux techniques sont particulièrement intéressants. Tout est très bien orienté. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Baradev, Chief Market Analyst chez IG. Voilà, cette édition du 24 novembre est terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 8h55 pour une nouvelle édition. Très bonne journée sur Téléfinance.